2 semaines nous séparent de la fin de la campagne de dons, le 31 décembre, comme un coup près. Et c'est maintenant que tout se joue. Si la mobilisation des téléspectateurs et des donateurs de TV Liberté s'amplifie, alors nous pourrons projeter la chaîne vers 2026, 2027, toujours plus libre, toujours plus forte, plus audacieuse que jamais. Mais si le rythme actuel se maintient, alors l'avenir de la première chaîne alternative de France sera compromis. Et quel cadeau ce serait ? Un cadeau pour ceux qui rêvent de 2026 et de 2027 sans contestation de leur monopole. Une victoire pour ceux qui veulent des médias tenus par l'État, par un oligarque ou par les annonceurs. Un triomphe pour ceux qui ont tenté de nous réduire au silence par la censure bancaire. Ne leur offrons pas cette victoire. Ne les laissons pas pavoiser. Protégez TV Liberté. Protégez TVL. Faites un don. Madame, monsieur, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Au programme de cette édition, nous revenons sur la colère des agriculteurs français. En pleine crise de la dermatose nodulaire contagieuse, le secteur est à bout de souffle après des années de mesures toxiques. De là à croire que l'étincelle pourrait être la dernière de l'ère Macron, pas sûr. L'actualité, c'est aussi le ministère de l'Intérieur débordé par une cyberattaque. Laurent Nunez a concédé des failles dans la sécurité et le vol de contenu de bases de données. Et puis nous évoquerons ensuite la monnaie numérique qui se développe aux États-Unis avant de s'implanter au sein de l'Union européenne, un outil idéal pour élargir l'arsenal de surveillance des citoyens. Qui veut la peau des paysans français ? Après les accords de libre-échange défavorables successifs, les concurrences déloyales, l'épidémie de dermatose nodulaire et la politique d'abattage massif des cheptels semblent être la dernière étincelle de la colère. Le point tout de suite. Le courroux paysan parcourt le pays. Depuis les premières annonces d'abattage de cheptel dont un animal était touché par la dermatose nodulaire contagieuse, les agriculteurs sont déterminés à se faire entendre. Un besoin que le gouvernement et la ministre dédiée Annie Genevard ne semblent pas à même de combler. En effet, la DNC ne vient pas d'apparaître. La maladie a également été problématique dans certains pays frontaliers comme l'Espagne et l'Italie. Et force est de constater que les autorités françaises n'ont pas fait le choix de la vaccination massive à ce moment-là, puisque la France ne possède pas suffisamment de doses pour tout le bétail du pays. À noter que le vaccin en question est un vaccin à virus atténué et non un vaccin à ARN messager, comme celui utilisé pour les canards ou les humains pendant le Covid. Mardi soir, la ministre a fait connaître la stratégie actuelle du gouvernement, une stratégie circonscrite géographiquement. Mesdames, Messieurs, le gouvernement a décidé d'annoncer l'accélération de la vaccination généralisée des bovins dans le sud-ouest. Dans le sud-ouest donc, pour l'heure, les stocks de l'État compteraient 500 000 doses et une nouvelle commande de 400 000 aurait été passée pour que 750 000 animaux soient vaccinés ces prochaines semaines. Pour ce faire, des mesures qui rappellent la période Covid avec la collaboration de vétérinaires en retraite et des services spécialisés de l'armée ainsi qu'un monsieur vaccination en la personne d'un préfet coordonnateur. Toujours est-il que les bovins du reste du pays ne devraient pas être vaccinés pour le moment, sauf si des cas se multiplient sur tout le territoire. En réalité, tout porte à croire que les autorités ne veulent pas que la France change de catégorie au regard de ses clients. Il est très important que nous conservions une parfaite crédibilité par rapport à nos partenaires vers lesquels nous exportons nos bovins. En effet, en cas de vaccination généralisée, la France perdra son statut d'indemne sur les marchés extérieurs, ce que refusent les gros exploitants agricoles, tandis que les petites fermes plus restreintes commercent davantage sur un marché local où ces considérations ont moins d'impact. Toujours est-il que le gouvernement préfère l'abattage systématique des cheptels touchés au mépris d'une grande partie des agriculteurs qui pleurent le travail d'une vie. Par ailleurs, beaucoup d'éleveurs estiment que les bêtes mortes attirent encore plus les insectes volants, principaux vecteurs de la maladie, et que les carcasses sont de surcroît déplacées jusqu'à l'équarrissage, élargissant de fait le périmètre potentiel des contaminations. Des cas de figure que le gouvernement ne semble pas entendre, à l'inverse des cas plus marginaux d'agriculteurs voulant passer entre les fourches caudines des autorités. Donc les contraventions encourues pour le transport illégal de bovins sont importantes. Elles sont de 750 € d'amende par bovin transporté et les contrevenants sont passibles de poursuites
pénale. Et oui, on ne lésine pas avec les mesures sanitaires, des grandes mesures qui ont particulièrement choqué les Français lors des abattages, comme le rappelle l'agriculteur et député UDR du Tarn-et-Garonne, Pierre-Henri Carbonel, au micro d'Édouard Chaneau. Alors déjà, la réponse qui a été faite aux agriculteurs, les actes très violents de répression, c'est ce qui a choqué en fait. C'est aujourd'hui la différence de traitement entre ceux qui sont forts, qui ne sont pas punis, qui ne sont pas enfermés. On voit des cas tous les jours de personnes, de narcotrafiquants. Encore, je crois que c'est hier qu'il y a deux personnes qui ont été, comment le dire, on va être soudoyées dans des tribunaux. Et on n'arrive pas à lutter contre des mafias qui s'organisent en France, on n'arrive pas à lutter contre ces gens-là. Et par contre, on envoie 2 hélicoptères de blindés contre 100 agriculteurs qui ne représentent aucun danger. Alors même si on n'est pas d'accord, si on n'était pas d'accord avec la décision et qu'il fallait abattre, ça c'est le choix du ministère, mais la forme choque beaucoup l'opinion publique. Et si les Français soutiennent massivement les agriculteurs, le gouvernement coupe court à toute critique sur les réseaux d'information avec sa botte magique. De possibles influences étrangères, en tout cas, la question se pose aujourd'hui dans le traitement. Quoi, par exemple ? Non, mais dans le traitement des réseaux sociaux, vous le savez bien. Oui. Moi, je ne suis pas spécialiste de ces questions. Chaque fois, en tout cas, c'est regardé. Et oui, le mot n'a pas été prononcé, mais la Russie n'est pas loin. Toujours est-il qu'à l'image du Covid, là encore, les gros chèques sont de sortie. Les éleveurs privés de leurs animaux seront donc dédommagés. Dans la droite lignée initiée par la PAC, la politique agricole commune, les agriculteurs vivront non plus de leur travail, mais des subsides que l'État acceptera de leur jeter tel un os à ronger, et à condition bien sûr d'avoir bien rempli les bons papiers. Car la bureaucratisation héritée des injonctions européennes est aussi l'une des nombreuses plaies qui s'abat sur l'agriculture de notre pays, bien avant la dermatose nodulaire. Pour la suite de la chute arrive bien sûr le Mercosur, qui créera encore un peu plus de concurrence déloyale, un véritable amoncellement de catastrophes pour le secteur. Avec la DNC, on vient de sortir de 2 crises majeures qui sont la FCO, la frèse catarrhale ovine et la MHE, la maladie hémorragique épisodique. Donc depuis 2 années, pareil, les céréales ne sont pas en reste. Le cours des céréales se sont effondrés à la suite de l'ouverture des marchés à l'Ukraine. On a aussi ouvert tout ce qui est volaille au marché ukrainien. Donc bien sûr des volailles faites dans des normes déplorables, aux antibiotiques. Donc tout ça crée des énormes chutes de cours sur le territoire national. Et aujourd'hui, on en arrive à une situation qui n'est plus tenable financièrement pour notre agriculture. Et on a des agriculteurs qui sont, il faut le dire, exsangues financièrement. On ne parle même pas de travail. Ces gens-là sont habitués à faire 60, 70 heures par semaine. Ils sont habitués à peu se payer. Je dirais que ça, malheureusement, c'est devenu une norme dans le monde agricole. Mais là, aujourd'hui, ça ne sort plus, même en travaillant comme des fous. Et voilà, donc ça crée un sentiment de révolte. De quoi faire monter la colère dans tout le pays, bien au-delà des zones où sévit la dermatose. Petit à petit, de plus en plus de routes de France sont bloquées par les agriculteurs. Et pour soigner ce désespoir, le gouvernement, cynique, devrait tabler uniquement sur la trêve de Noël. Et la France passoire n'est pas qu'une question de frontières, c'est aussi une question de cybersécurité. La preuve avec le ministère de l'Intérieur qui vient d'être victime d'un piratage majeur. Olivier Frère-Jacques. On a fait l'objet d'une intrusion malveillante il y a quelques jours maintenant. Donc une intrusion malveillante qui a eu lieu par un individu ou un groupe d'individus qui s'est introduit dans nos systèmes d'information. Penaud Le Nunez, le premier flic de France, admettait ce mercredi que son ministère de l'Intérieur a été victime d'une cyberattaque majeure en décembre 2025, une intrusion qui a eu lieu via les serveurs de messagerie professionnelle où des pirates ont récupéré des mots de passe en exploitant des failles de sécurité. Une brèche inquiétante alors que l'exécutif se pique de discours guerriers depuis plusieurs semaines sans apparemment être capable de gérer ses propres agents. Quant au contenu des bases de données dérobées, il y a aussi de quoi s'inquiéter. Il a pu consulter un certain nombre de fichiers importants pour nous, notamment le fichier que vous citez, les antécédents judiciaires, notamment. Quoi d'autre ? Et procéder à un certain nombre d'extractions. Voilà. Donc le fichier des personnes recherchées aussi est concerné ? Oui, également. Donc, voilà. Des données peu rassurantes pour la sécurité des Français qui met plus en avant l'incompétence crasse des autorités de l'État que sa négligence. Des informations sur des suspects, des criminels, des fugitifs, mais aussi sur des victimes et témoins d'enquêtes judiciaires circulent ainsi et peuvent provoquer des règlements de compte et des troubles à tout moment.
Le ministre a bien tenté de minimiser l'ampleur, affirmant que seules quelques dizaines de fiches confidentielles ont été extraites et non pas des millions de données comme revendiqué par les hackers, mais pour l'heure, l'étendue des vols demeure inconnue. Les pirates se présentent sous le pseudonyme Indra sur des forums cybercriminels comme Breach Forums et prétendent avoir accédé aux données de plus de 16 millions d'individus, incluant des systèmes liés à Interpol, à la Direction générale des finances publiques et à la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Rien n'indique cependant que ces assaillants ont réellement récupéré autant de données. Ces derniers menacent de diffuser ces informations si aucune négociation n'est engagée, invoquant une vengeance contre l'arrestation de membres du groupe Shiny Hunters, dont le français Sébastien Raoult. À ce stade, aucune demande de rançon n'a été confirmée par les autorités. En l'état actuel des annonces gouvernementales, l'attaque serait en tout cas bien française et il ne serait pas ici question d'ingérence étrangère. Cette cyber-intrusion s'inscrit dans une série de précédents touchant les administrations de l'État français ces dernières années. Dès 2020, les cybermenaces ont explosé avec une hausse de 37% des intrusions dans les organisations publiques. En 2021, le ministère de la Justice a subi un piratage affectant ses systèmes informatiques. En février 2021, l'hôpital de Dax a été paralysé par un ransomware forçant l'annulation d'opérations et la redirection de patients. En 2022, l'hôpital de Corbeil-Essonnes a vu ses données patients exfiltrées et publiées en ligne après le refus de payer une rançon. Plus récemment, en mars 2024, plusieurs ministères ont été ciblés par des attaques DDoS d'une intensité inédite attribuées par l'exécutif à des acteurs dits pro-russes dans le contexte de la guerre en Ukraine. En 2024, toujours, France Travail, ex-Pôle emploi, a révélé une brèche exposant les données de 43 millions de personnes, incluant CV et informations personnelles. Ces incidents illustrent une vulnérabilité croissante des infrastructures publiques entre incompétence et budget limité dans un contexte de généralisation du numérique. Si Laurent Nunez, fraîchement arrivé au ministère, admet des imprudences d'agents, l'État semble dépassé et devra repenser complètement son rapport à la cybersécurité. Des enquêtes judiciaires menées par l'Office anticriminalité et administrative avec la CNIL sont en cours pour évaluer les failles et identifier les auteurs en espérant que le moins de données sensibles possible soit sorti. Alors que l'État investit des moyens démesurés contre ce qu'il nomme la haine en ligne et limite la liberté d'expression sur Internet, il semble avoir largement négligé la cybersécurité, une question de priorité. La monnaie dématérialisée bientôt généralisée. Alors que les États-Unis font avancer à grande vitesse le stablecoin, l'Union européenne use de tous les prétextes pour justifier la mise en place d'un euro numérique. Explication de Renaud de Bourleuf. Payer avec des codes informatiques, une réalité pour un groupe d'experts, bientôt étendue à votre portefeuille. Aux États-Unis, le concept de monnaie numérique se développe autour du stablecoin qui se traduit par crypto-monnaie stable. La crypto-monnaie est une monnaie numérique dont le fonctionnement s'appuie sur un protocole informatique crypté et décentralisé. Mais ces monnaies alternatives, comme le Bitcoin, sont pour la plupart volatiles et peuvent donc perdre très vite leur valeur. A l'inverse, le stablecoin, comme son nom l'indique, se définit par sa stabilité. Il peut ainsi assurer les 3 fonctions traditionnelles d'une monnaie, unité de compte, réserve de valeur et moyen de paiement. Et l'administration Trump voit loin avec ce stablecoin. Pour Scott Bessent, le secrétaire au Trésor, équivalent américain du ministre des Finances, il s'agit d'utiliser les stablecoins pour réaffirmer l'hégémonie du dollar. Concrètement, dès 2030, l'idée est d'investir 2000 milliards de dollars de bons du Trésor à travers des stablecoins. L'économiste Philippe Murer commente cet engouement américain. Les Américains poussent le stablecoin et le gouvernement avec le Genius Act, mais ils poussent les stablecoins en fait qui sont adossés complètement au dollar. Donc l'idée c'est qu'un stablecoin c'est un jeton numérique qui est adossé au dollar. Son niveau est stable. Par exemple, un stablecoin vaut $1 et on peut se l'échanger sur Internet via la blockchain. Les États-Unis font cela pour conserver le dollar au centre de l'économie mondiale et attirer les capitaux en fait pour financer la dette. Ils veulent être au centre d'une monnaie numérique mais qui est privée, alors qu'ils sont contre la monnaie numérique d'État qui est un instrument de surveillance. Et c'est effectivement dangereux pour les pays à la monnaie faible et à l'inflation forte qui pourraient se voir siphonner leurs capitaux. Des pays comme le Nigeria, par exemple, avec des fuites de capitaux de très petits épargnants qui, en utilisant Internet, pourraient aller investir sur le dollar. Sans surprise, l'Union européenne a l'intention d'emboîter le pas aux Américains. Plusieurs projets adossés sur le dollar sont en réflexion. 10 banques européennes, dont la banque française BNP Paribas, travaillent de concert pour le lancement d'un stablecoin adossé à l'euro.
Bruxelles a en effet des projets d'euro numérique à l'horizon 2029. C'est aussi dangereux pour nous, Européens. François Villeroy-Diallo, président de la Banque de France et aussi au Conseil de gouverneurs de la Banque centrale européenne, a fait un article sur le site de la Banque de France, donc très officiel, pour dire que les stablecoins et la politique américaine, tout cela, ce sont des monnaies privées et que la BCE doit y répondre par une monnaie publique régulée, un euro numérique sur lequel les monnaies privées adossées sur l'euro pourraient se greffer. Donc voici comment, en fait, tout simplement, au nom de la souveraineté monétaire, la Banque centrale européenne veut nous imposer une monnaie numérique, un euro numérique qui tracera tous nos achats et sera une pièce de plus, en fait, dans la surveillance et le crédit social qu'ils veulent, avec l'identité numérique notamment. Tout ça leur permettra, en fait, de débrancher tout dissident en un seul clic. Moi, ce que je dis, c'est est-ce que, tout simplement, on ne devrait pas abandonner les innovations qui n'ont aucun intérêt, aucun sens et qui ne servent à rien, que ce soit les stablecoins ou que ce soit l'euro numérique. Les dirigeants de la Banque de France affirment que l'euro numérique permettra de desserrer la dépendance vis-à-vis des sociétés américaines Visa et Mastercard, qui ont le quasi-monopole des paiements par carte bancaire. Selon Philippe Murer, il s'agit de faux prétextes. C'est clair, on a vu que les Russes arrivaient même à éviter SWIFT, qui est quelque chose d'encore plus compliqué, qui permet la relation entre toutes les banques de la planète, et que les Russes ont construit une architecture différente pour permettre de mettre les relations, puisqu'ils ont été coupés de SWIFT par les Américains et les Européens, ça leur permet de se mettre en relation avec les autres pays du monde en évitant l'architecture américaine et européenne. Donc les Européens n'ont qu'à créer une architecture et se protéger pour avoir une architecture qui n'est pas celle de Visa ou de Mastercard. Derrière les arguments sécuritaires se profilent donc des dispositions de surveillance de masse qui pourront contrôler vos paiements, voire vous empêcher de les faire. Et à présent, nous passons à l'actualité en bref en France. Devinez qui revient une fois de plus à Marseille pour beaucoup parler et ne strictement rien faire. Le maire de Marseille, Benoît Payan, tape dans le mille. Emmanuel Macron a annoncé lors d'une nouvelle visite à Marseille une augmentation de l'amende forfaitaire pour consommation de drogue à 500 € contre 200 € actuellement. Cette mesure vise, selon son plan de communication, à taper au portefeuille des consommateurs qu'il accuse d'alimenter le narcotrafic destructeur pour les quartiers. S'exprimant auprès de lecteurs de la Provence, le président a insisté sur le lien direct entre achat de stupéfiants et violence urbaine, regrettant que certains considèrent cela comme festif sans en mesurer les conséquences sociales. Le président n'a en revanche que peu dénoncé les réseaux de dealers et a poursuivi sa tournée en se rendant devant la tombe de Mehdi Kessaki, le frère d'un militant antidrogue assassiné il y a quelques mois. Emmanuel Macron a également promis une coopération renforcée avec les pays sources pour saisir les biens et arrêter les têtes de réseau, érigeant la lutte contre les narcotrafiquants au niveau du terrorisme. Un nouvel exercice de communication qui ne sera sans doute suivi d'aucun effet, à l'instar des précédentes déclarations sur le sujet qui touche de plus en plus à la société française, y compris dans ses hautes sphères. La gauche fait bloc à Paris. Socialistes, communistes et écologistes, soucieux de garder la mairie de la capitale, se dirigent vers un accord pour les municipales de mars 2026 et pourraient présenter une liste commune dès le premier tour, une première depuis 1977. Après des mois de négociations, un texte a été validé par les responsables, soumis au vote des militants. L'écologiste David Béliard se range derrière le socialiste Emmanuel Grégoire en échange de tête de liste écolo dans plusieurs arrondissements et d'une représentation évitant une majorité absolue PS. Cet accord vise à contrer Rachida Dati en tête des sondages en dépit d'une droite divisée. Des partenaires mineurs de la gauche comme l'Après ou Place Publique expriment des réserves, tandis que la France Insoumise reste à l'écart, poursuivant sa stratégie de candidature de rupture avec Sophia Chikirou. Sarkozy retournera encore devant les juges. Mardi, le parquet national financier a demandé le renvoi de 11 personnes, dont l'ancien président de la République, son épouse Carla Bruni, ainsi que la drôle de papesse des paparazzi et amie du couple Macron, Mimi Marchand, dans l'affaire de la rétractation éphémère de Ziad Takieddine, en lien avec le procès du financement libyen de la campagne de 2007. En effet, il est question de savoir si le revirement de l'intermédiaire avait été commandé et monnayé. Nicolas Sarkozy a donc vu le PNF requérir son renvoi pour association de malfaiteurs en vue de commettre une escroquerie en bande organisée et recel de subordination de témoins. L'affaire sera compliquée à élucider, d'autant que le témoin majeur, Ziad Takieddine, est mort en septembre dernier. Les trois principaux accusés encourent une peine maximale de 10 ans de prison et 150 000 € d'amende, de quoi faire grimper les cotations en bourse des marques de yaourt. Et l'actualité internationale.
Bientôt 1 an à la Maison-Blanche et Donald Trump sort le champagne. Ce mercredi soir à 21h heure locale, le président des États-Unis va s'adresser aux Américains. L'idée affichée est d'évoquer son bilan de l'année passée, qu'il juge excellente, et de dévoiler quelques mesures à venir. Il devrait parler principalement d'immigration et d'économie. Si de nombreux sondages évoquent une opinion mitigée des Américains quant au coût de la vie, le vice-président J.D. Vance affirmait mardi, lors d'un déplacement en Pennsylvanie, qu'il faut du temps pour réparer la politique du précédent mandat de Joe Biden. L'administration Trump se prend-elle les pieds dans le tapis avec le Venezuela? Les frappes américaines contre des bateaux suspectés de narcotrafic au large du pays tournent au scandale. Une opération du 2 septembre ayant tué 11 personnes est mise en cause après des révélations sur un second tir visant des survivants accrochés à l'embarcation en flammes. Une opération autorisée par le ministre de la Défense, Pete Hegseth. Malgré les justifications officielles invoquant une menace et le brouillard de la guerre, des élus démocrates et républicains dénoncent une possible illégalité et violation du droit de la guerre, appelant à des enquêtes. Washington accuse le président vénézuélien Maduro de diriger un cartel, justifiant une vingtaine de frappes faisant une centaine de morts. Victoire pour le secteur automobile. Mardi, la Commission européenne a renoncé à l'interdiction de la vente de voitures thermiques neuves prévue pour 2035. Alors que la voiture électrique peine à embarquer de nouveaux clients, les industriels de l'automobile fustigeaient un calendrier intenable qui allait nuire à leur secteur. Sur l'ensemble du continent, les ventes ont déjà chuté de 22% au cours des 5 dernières années, et les constructeurs et équipementiers ont multiplié les plans sociaux. Désormais, la Commission européenne prévoit des encouragements pour la transition électrique, comme des prêts à taux zéro pour la production de batteries. Pour les pesticides, la Commission européenne donne le feu vert. Mardi, Bruxelles a annoncé une proposition d'accorder à la majorité des biocides et pesticides une autorisation illimitée dans le temps, leur évitant une réévaluation automatique de leur sûreté tous les 10 à 15 ans. Certaines substances considérées comme les plus dangereuses resteraient soumises à réévaluation. Initialement, l'autorisation prévue par les commissaires européens avait encore moins de limites, mais Bruxelles a reculé face à la colère de nombreuses associations. Le texte doit être soumis au Parlement européen. Et voilà, nous arrivons déjà à la fin de cette édition. Ce soir, à partir de 21h, retrouvez un nouveau numéro d'Alerte Générale. Alexis Poulain et Nicolas Vidal reçoivent l'écrivain et fondateur d'Antipresse, Slobodan Despot, pour dénoncer le sectarisme du pouvoir en France. Tout confluait déjà vers la guerre d'Ukraine. Oui. Donc la guerre d'Ukraine n'est pas une cause, mais une conséquence, selon moi. Parce que ça fait quand même un moment que je l'observe, toutes ces choses-là. Dès que les troubles ont commencé en 14, enfin fin 2013 en fait, en Ukraine, il était évident que si ce coup d'État, parce que c'était un coup d'État violent, réussissait, on allait avoir une déstabilisation qui allait faire remonter des vieux stéréotypes de confrontation avec la Russie, puis avec l'URSS. Demain, dès jeudi, retrouvez un nouveau Zoom avec Maxime et Lilou de l'association Wanted Pédo. Ils présentent ensemble l'ouvrage de l'association « La guerre contre nos enfants ». D'ailleurs, on explique qu'il y a des organisations et françaises et américaines comme la NAMBLA qui ont milité beaucoup pour que les pédophiles ont des droits, droit d'avoir une histoire d'amour avec des enfants, de vivre. Et d'ailleurs, il y a même des sites français, on les a dénoncés plusieurs fois, comme La Garçonnière, Le Garçon.net, qui mettent ça en avant en France. Un lobby, un site qui est ouvert depuis 25 ans, qui ne ferme pas, alors que... Il faut voir les conversations lunaires. Et d'ailleurs, je l'ai déjà dit, je pense, il y a 5 ans, c'est un site qui est toujours actif aujourd'hui, et qui est légal. Que vous aviez dit que il est légal. France, c'était le paradis des pédophiles. C'est surtout qu'il y a un vide juridique. Et l'apologie de la pédophilie, qu'elle soit sous couvert d'écrits, d'art, d'exposition, etc., elle n'est pas interdite. On a le droit d'écrire des pavés en écrivant des histoires sexuelles avec des enfants sur des forums. C'est pas interdit par la loi. C'est la liberté d'expression qui fonctionne encore. La liberté. Alors là, elle marche très bien, cette liberté. Celle-là, elle marche bien de liberté, ouais. Oui. Et voilà, c'est déjà la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve demain avec Olivier Frère-Jacques pour une nouvelle page d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Bonsoir.